Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Débutons par la crise au sein de l'UMP en France. Le parti de la droite ne connaît toujours pas son chef. Les philonistes et les coupistes se déchirent. Les deux camps étaient à couteau tiré ce matin alors que le cafouillage sur les résultats de l'élection se continue. Jean-François Copé et François Fillon ont tous deux revendiqué la victoire. 23h30 au siège de l'UMP. Contre toute attente, Jean-François Copé revendique la victoire. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages. Mais chez l'ancien Premier ministre, on chante déjà la Marseillaise. À son tour, François Fillon se déclare vainqueur. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224 voix. La confusion règne et les esprits s'échauffent. Les fillonistes parlent de procuration suspecte et de bulletins annulés à Neuilly-sur-Seine. L'équipe de l'actuel secrétaire général dénonce des irrégularités à Paris et à Nice. Il faut que chacun accepte le résultat quand il sera proclamé et non pas partir du fait qu'ils étaient tellement persuadés qu'ils devaient gagner que même de peu, ils n'acceptent pas de perdre. La tension monte aussi du côté des militants. Peu avant 4 h du matin, la commission interne de l'UMP interrompt ses travaux. Parce que les secrétaires départementaux devaient nous envoyer le procès-verbal et que certains ne l'ont pas fait. Il n'y a pas de tendance, ils se tiennent tellement qu'on ne peut pas dire qui a gagné. Arrivé au siège dans la nuit, François Fillon dénonce un dysfonctionnement majeur. J'en suis extrêmement choqué. Personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être élu à la présidence de l'UMP. Une élection haute en couleur pour un parti désormais coupé en deux. Ça continue de détonner dans la bande de Gaza. La trêve imposée par l'Égypte a eu nul effet. Bilan des attaques d'hier, au moins 118 morts, à majorité des Palestiniens. Ce sont les bombardements qui réveillent désormais les personnes encore en vie dans la zone. Comme hier et les jours précédents, Gaza s'est réveillé ce matin dans le fracas des bombardements de l'aviation israélienne. Les raids se succèdent et ne laissent aucun répit aux populations, faisant chaque jour son lot de victimes. La journée d'hier a été à ce titre la plus meurtrière avec 31 Palestiniens tués, en majorité des femmes et des enfants. Comme ici, dans cet immeuble de 3 étages, totalement détruit, 11 membres d'une même famille y ont trouvé la mort. La branche armée du Hamas les érige en martyrs et appelle à la vengeance. De son côté, Israël affirme avoir voulu viser un responsable militaire du Hamas chargé des tirs de roquettes. L'opération devait être ciblée, comme ici, contre ses moyens de communication installés sur le toit des immeubles. Beaucoup moins sophistiquées, les roquettes artisanales palestiniennes qui s'abattent par centaines dans les localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Ces 6 derniers jours, près de 900 roquettes ont été ainsi tirées. Des tirs imprécis, mais qui créent un véritable climat de terreur côté israélien. Le quotidien est rythmé par les sirènes d'alerte et l'entrée en action des systèmes antimissiles. Ils auraient permis d'intercepter plus de 300 roquettes ces derniers jours. Bien loin d'une trêve évoquée ce week-end, Israël continue de mobiliser des milliers de réservistes et déploie ses chars à la frontière avec la bande de Gaza. L'offensive terrestre pourrait être imminente. Une réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères doit avoir lieu samedi soir au siège de la Ligue arabe au Caire. Objectif, discuter de l'agression israélienne contre la bande de Gaza. La Ligue arabe doit réaffirmer à l'occasion son appel à la levée du blocus israélien de la bande de Gaza et à une protection internationale du peuple palestinien. Alors que le mouvement de protestation publique bat son plein, les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis au Caire pour répondre aux attaques sur Gaza. La Ligue a condamné les attaques qu'elle perçoit comme une campagne électorale. Il n'y a aucune autre raison aux attaques que les élections. La Ligue arabe les condamne et demande qu'une enquête soit ouverte. C'est aussi une tentative pour se mettre en travers de la voie de la Palestine et de s'opposer à sa candidature à l'ONU. Ces attaques sont donc sournoises et leurs objectifs sont racistes. De ce fait, la réponse doit être agressive. Mais les résolutions de la réunion ne soient pas agressives. L'envoi d'une commission ministérielle à Gaza, dirigée par le secrétaire général, est la seule étape garantie.
Les entretiens et discussions que nous avons eus aujourd'hui montrent que nous sommes confrontés aujourd'hui à une nouvelle ère. Les États arabes n'accepteront aucune mesure israélienne contre la population de Gaza ou le reste de la Palestine. Nous voulons souligner que l'invasion israélienne se poursuit toujours. La Ligue a demandé la levée du siège de Gaza par l'ouverture des passages avec l'Égypte. Elle a aussi requis l'aide financière des États membres. Nous avons ce que le monde appelle un processus de paix, mais c'est un processus sans paix. Nous devons repenser pendant quelques jours la manière de relancer notre initiative de paix et cela nécessite un sommet arabe. La Palestine a demandé un sommet. Nous recommandons de couper notre normalisation avec Israël et les pays devront décider, car toutes les décisions de la Ligue arabe ne sont pas obligatoires. Des 12 recommandations issues de la réunion de la Ligue arabe, 10 prônent plus de discussions, saluent les efforts et condamnent les attaques. Le retrait des troupes de l'OTAN, qui devrait s'achever fin 2014 en Afghanistan, a d'ores et déjà jeté l'économie afghane dans la morosité. Afin d'éviter que le pays ne s'écroule, les Occidentaux s'étaient engagés à prolonger l'aide financière internationale sur 10 ans. Ils ont affiné leur offre lors de la conférence de Tokyo en juillet 2012. Eh bien, cette initiative jusqu'ici est vaine et les effets ne sont toujours pas vérifiés. Nulle part ailleurs, l'effondrement de l'industrie de la construction n'est plus évident qu'ici. Sur la longue bande routière dans la banlieue de Kaboul, des milliers de grues et d'engins de construction reposent, non utilisés par des propriétaires désespérés de les louer. Comme de nombreux entrepreneurs afghans, Safiullah Abdul ressent la crise. Les forces de la coalition ont autrefois loué ces machines à un pied levé pour construire les routes et bases militaires. Mais depuis que l'OTAN a décidé de quitter l'Afghanistan, il n'y a plus de contrat de gros œuvres. Vous pouvez voir les grues que nous avons. Le coût de cette grue était de 15 000 $ par mois. Mais désormais, je loue cet équipement pour 5 000 $. Vous pouvez voir la différence. Pendant la période du boom de la construction en Afghanistan, le propriétaire de cette grue gagnait 11 millions de $ par an. Mais avec des prix qui ont perdu quelques 70%, il pense désormais à quitter le pays. Et c'est également comme cela que pensent les membres de l'association des constructeurs afghans. Selon son président, la plupart de leur activité venait des contrats passés avec l'armée américaine. Quand les États-Unis ont annoncé leur retrait pour 2014, l'afflux de monnaie s'est raréfié. Dans les années 2007, 8, 9, 10, 11, il a dépensé chaque année environ 3 à 4 milliards de $ simplement dans la construction. Mais pour cette année, je pense que cela sera 1 milliard. Désormais, les États-Unis continuent de financer un certain nombre de projets afghans liés à la défense. Et à Kaboul, les ingénieurs de l'armée américaine contrôlent les progrès d'un nouveau poste de contrôle. Le travail est mené par Algun Construction, une entreprise afghane qui repose entièrement sur des contrats américains. Mais bientôt, tous les fonds militaires seront canalisés par le gouvernement afghan. Il y a encore beaucoup de travail en Afghanistan. Il y aura aussi tous leurs projets de bord. L'ANB et que le ministère de l'Intérieur reprendront ces contrats et ces entrepreneurs retrouveront leur activité à travers. Mais avec seulement 2 projets, ce fondateur d'une activité familiale n'est pas rassuré. Nous avons plus d'une centaine d'employés il y a quelques années. Désormais, ce chiffre a baissé à environ 50. L'industrie de la construction pourrait être l'une des premières victimes de ce retrait et ne sera pas la dernière. Près de 97% du PIB actuel de l'Afghanistan est basé sur les dépenses de la force de coalition. Et alors que les troupes partent, l'économie entière du pays pourrait être en péril. Voyons à présent un autre aspect de cette visite historique de Barack Obama en Birmanie. Le président américain était accompagné de sa secrétaire d'État Hillary Clinton. Quel serait donc le dessein réel de cette visite? Ne serait-il pas, comme beaucoup le pensent, précoce? Tentative de réponse. Oui, alors la Maison-Blanche s'en défend en disant que le voyage du président Obama ne vise pas seulement à reconnaître tous ces efforts accomplis, mais aussi à encourager de nouvelles réformes. Alors, Barack Obama ne fait pas que distribuer des bons points et de fait, son discours tout à l'heure à l'université de Rangoon a été assez offensif. Il a parlé très librement de la corruption, de la censure, de la nécessité de relâcher tous les détenus de conscience dans le pays, du respect des minorités, notamment des minorités musulmanes. C'est assez nouveau, on n'imaginait pas ce genre de sujet abordé ici en Birmanie il y a quelques années. Il a lui-même évoqué sa couleur de peau comme pour montrer que lui aussi appartient à un groupe minoritaire qui a souffert dans son propre pays.
et que la diversité est une chance, non pas un handicap. Quoi qu'il en soit, certaines voix jugent en effet sa visite prématurée. Le bilan droit de l'homme, si j'ose dire, du gouvernement birman est toujours mauvais. Il reste toujours plus de 200 prisonniers politiques. D'autres craignent que cette visite renforce le pouvoir birman et qu'il opprime davantage les minorités. D'autres encore critiquent l'opportunisme de la diplomatie américaine qui serait plus intéressée par les réserves de gaz et les pierres précieuses du sous-sol birman que par des questions de résolution de conflits aux marges du pays. La guerre dans la bande de Gaza a un fort mauvais impact sur le quotidien des victimes de cette guerre. L'économie palestinienne et les prix de vie de cette guerre ralentit. Les conditions de vie, elles, se dégradent et les Palestiniens se plaignent de plus en plus. C'est 45 centimes les radis. C'est trop cher, c'est à cause de la guerre ces prix? Oui, avec la guerre, les produits frais n'arrivent plus. Cette mère de famille est en colère. Sur le marché, les prix de la nourriture augmentent. Beaucoup de magasins n'ouvrent plus. Difficile de vivre comme avant. Notre vie est un enfer, dit-elle. Quand je sors de chez moi, j'ai peur, les bombes tombent, les avions tournent sans arrêt dans le ciel. Les Gazaouis vivent au jour le jour. Ouda explique qu'elle élève seule ses enfants depuis que son mari est mort en 2009 durant la dernière guerre. On ne sort pas beaucoup juste pour faire les courses, c'est trop risqué. Venez, j'habite à côté. Les 7 enfants de Ouda vivent dans cette maison avec elle. La vie s'est stoppée, nous dit le jeune homme, qui a dû reporter son mariage. On n'a pas de travail, on n'a rien. C'est Israël qui nous attaque et qui nous enferme depuis des années. Mais on va résister maintenant. Tout à coup, des explosions se succèdent à un rythme terrifiant. C'est la panique dans la rue Janoun. Une bombe vient de tomber sur une maison. Des femmes, des enfants sont morts. Les voisins se hâtent pour retrouver des blessés sous les décombres. Pourquoi l'armée israélienne vise des civils, demande-t-il. Dans un autre quartier, ce sont des habitants et des combattants palestiniens qui assistent aux funérailles d'un père et de sa petite fille de 5 ans tués, eux, en pleine rue. Didier Reynders est le futur chef de file du MR à Bruxelles. Seul autre candidat déclaré, le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf, formera un ticket avec lui. Pour 2014, Didier Reynders serait tête de liste au fédéral, Vincent De Wolf à la région bruxelloise. Le président du MR a décidé vite pour éviter les tensions internes. Didier Reynders serait président du MR bruxellois et sera tête de liste à la Chambre en 2014. Vincent De Wolf est secrétaire politique du MR bruxellois et tête de liste à la région bruxelloise. Je ne veux pas d'un parti politique qui se regarderait le nombril pour des querelles de postes, pour des querelles de personnes. Je veux au contraire un MR en ordre de marche, en ordre de bataille. Et mon rôle, mon job comme président du MR, c'est organiser comme un capitaine d'équipe afin que les résultats soient les meilleurs possibles pour nos concitoyens. En fait, c'est vous qui étiez candidat pour devenir président de cette régionale bruxelloise. Vincent De Wolf visait bien le poste, mais puisque Didier Reynders briguait la même fonction, le MR a voulu éviter la confrontation électorale interne en formant un tandem. Quand on est d'accord sur le fond, pourquoi faut-il se combattre et diviser un groupe? Lorsqu'on avait parlé dans la presse d'un combat des chefs, j'avais tout de suite dit en tout cas pas avec moi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Quant à Didier Reynders, c'est l'enjeu autour de l'avenir de Bruxelles et du pays qui motive sa candidature. Tout à fait. Quand on voit ce qui se passe dans le nord du pays, je pense qu'il faut qu'en Wallonie, comme à Bruxelles, il y ait des personnalités capables de mener des discussions, de mener des négociations et de faire entendre leur voix. Alors je crois qu'à Bruxelles, malheureusement, depuis pas mal de temps, on a un peu le sentiment que Bruxelles est l'enjeu de discussion entre la Wallonie et la Flandre, entre francophones et flamands, et pas tellement un enjeu en soi. D'autres candidatures concurrentes à ce tandem Reynders-De Wolf restent possibles mais n'auront visiblement pas le soutien des instances du MR. Les militants, eux, devront voter pour valider le choix. Restons en France et parlons cette fois des mouvements de protestation. Des fédérations d'auto-écoles appellent à une manifestation pour protester contre le code au lycée. L'appel à manifester est national et un millier de véhicules sont attendus demain matin à partir de 7 h à Poitiers. Les représentants des auto-écoles indépendants menacent de bloquer donc la ville. Forme inimitable, suspension souple, cette 2 chevaux roule quotidiennement dans Paris. En 2014, la mairie veut interdire la circulation de ces voitures de plus de 17 ans. Pierre Tabonne vit 2 chevaux depuis 35 ans. Pour lui, c'est une décision à la fois inapplicable et injuste. Il ne pourrait même plus sortir les voitures de son garage. Il y aurait 10 000 2 chevaux sur Paris.
C'est la voiture préférée des Français. C'est grave quand même de les interdire dans Paris, surtout qu'il n'y en a pas énormément. Et ça pollue pas, c'est une voiture qui pollue pas. C'est une voiture qui est complètement écolo. Elle fait 500 kilos. 2 chevaux, Diane, Ami 6, Mini Austin, toutes ces voitures mythiques ne pourraient plus entrer dans la petite couronne parisienne. Pour ce président de Club Auto, cette limitation de circulation est incompréhensible. Sa Super 5 GT Turbo a 25 ans d'âge, elle est en parfait état et a passé le contrôle technique avec panache. Aujourd'hui c'est 17 ans, demain c'est 10 ans et voilà, après-demain il faudra changer de voiture tous les 2 ans, quoi. Pour d'autres, la voiture est un outil de travail. Cette Ford a 17 ans d'âge, 186 000 km au compteur pour sa propriétaire. Lui interdire de rouler est une décision antisociale. C'est pas juste parce que les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures récentes sont condamnés à rester en dehors de Paris. Autre volet abordé par le projet de plan de circulation, les motos de plus de 10 ans. Elles ne pourront plus rouler dans la capitale, elles feraient trop de bruit pour le maire de Paris. Moi j'ai un pot d'origine, je pense que c'est homologué, donc il n'y a pas de raison que ça fasse plus de bruit qu'autre chose, qu'une autre. Très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Ouais. Toutes ces motos et voitures anciennes représentent moins de 3% de la circulation nationale. Toujours en France, les habitants de Commercy sont contre la dissolution du 8e bâtiment d'artillerie programmé dans le cadre des iniques et odieuses restructurations militaires dès juillet 2013. En 2008, l'annonce de la dissolution du 8e RA avait fait grand bruit dans ce bassin d'emploi où le chômage atteint déjà 12,5%, qui verrait ainsi disparaître du jour au lendemain 10% de ses 12 500 habitants. Sur les grilles de la mairie de Commercy, le ton est donné. La ville ne veut pas accepter le départ des 720 militaires de son régiment. Les habitants ne cachent pas leur inquiétude. Quand il n'y aura plus l'armée, qu'est-ce qu'on va devenir? Sans l'armée, il n'y aura plus rien, les écoles et tout. Il y avait beaucoup d'usines, elles ont tous fermé la plupart du temps. Et puis il y avait encore plus que ça, l'armée, quoi. Il y avait encore quelques petites usines, mais maintenant ça se termine, quoi. Il faut aller vraiment sur Nancy, Metz, travailler, mais sur Commercy, il n'y a bientôt plus rien, quoi. Commercy est lourdement touché par la désindustrialisation et le chômage y atteint 12,5%. Alors difficile pour les commerçants d'imaginer que la ville pourrait en plus perdre les 20 millions d'euros injectés tous les ans par les familles de militaires. C'est toujours angoissant de penser qu'on va perdre de la clientèle. C'est inquiétant pour tout le monde, pour toute la ville. Moi, vous venez chez moi entre 5h et 8h, c'est un défilé permanent de militaires. C'est un défilé. C'est le défilé. Ils sortent de la caserne à 5h, ils viennent chez moi acheter des cigarettes, boire un verre, jouer au loto, ça représente, je vous dis, au moins 20% de manche, au moins. Demain, une cinquantaine de personnes iront à Paris pour conserver leur régiment. Commerçants, élus et syndicats vont manifester au Congrès des maires de France et attirer l'attention de François Hollande. Vous en avez certainement entendu parler, les parents de Chloé ont ramené samedi dans le Gouade leur fille victime d'un enlèvement aux circonstances encore obscures. L'auteur présumé a été incarcéré en Allemagne, tandis que le village de Bajac a recommencé à respirer après une semaine d'inquiétude. Les enquêtes sur cet enlèvement se poursuivent tout de même. Les autorités judiciaires allemandes viennent de donner quelques précisions. D'abord sur la santé de Chloé, pas de blessures graves, mais des traces de liens sur les poignets de l'otage. Ensuite, sur la personnalité de son ravisseur, c'est lui qui a indiqué aux policiers que la jeune fille était dans le coffre. À chaque passage de frontière, c'est là qu'elle était cachée. Ces nouveaux éléments reflètent le fait que Kamel Bousla a toujours été conscient de ses actes et de leur gravité. C'est quelqu'un qui avait conscience effectivement de la gravité de ce qu'il faisait et qui effectivement voulait lutter contre ça pour ne pas le reproduire. Chloé a passé des examens médicaux. On vient d'apprendre que la jeune fille a été agressée sexuellement. Depuis son audition par les gendarmes, l'information judiciaire a été étendue au viol. Kamel Bousla a été condamné en 2009 à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour agression sexuelle. À sa sortie, il n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis du service de probation. C'est ce qui révolte le maire de Barjac. Si nous ne voulons plus avoir peur pour nos enfants, il faut que ces gens-là soient répertoriés et un bracelet. Ce délinquant sexuel devait pointer il y a 7 semaines à Avignon. Personne ne s'est alerté. Incarcéré à Hofburg, le suspect doit être transféré en France d'ici quelques jours dans le cadre du mandat d'arrêt européen. Le procureur allemand a estimé que rien ne s'opposait à une extradition rapide.
Le Premier ministre chinois Wen Jiabao est arrivé dimanche après-midi à Phnom Penh pour participer à une série de réunions entre dirigeants de l'Asie et de l'Est et effectuer une visite officielle au Cambodge. Il a profité de cette rencontre pour s'étendre sur les relations entre le Cambodge et la Chine. Selon Wen Jiabao, les deux pays se traitent avec respect, confiance mutuelle tout en soutenant les intérêts respectifs. Ils ont aussi renforcé la coordination dans les affaires régionales. Le Premier ministre chinois souhaite que les événements de l'année prochaine, marquant le 55e anniversaire des liens bilatéraux entre les deux pays, soient un succès. Et qu'ils contribuent à accélérer les efforts afin de parvenir à un plan d'action pour renforcer leur coopération stratégique. Il a promis que la Chine allait continuer à offrir au Cambodge un soutien pour le développement socio-économique. Hun Sen, pour sa part, a annoncé que le Cambodge voulait faire des efforts concertés avec la Chine pour développer la coopération économique et commerciale et améliorer les échanges interpersonnels. Le Premier ministre Wen est arrivé dans la capitale cambodgienne dimanche après-midi pour une visite officielle. Il a également assisté à une série de réunions de dirigeants est-asiatiques. Toutes les parties devraient selon lui se concerter sur le thème de la coopération et du développement et construire un consensus pour s'adapter aux difficultés et aux défis. Après leur discussion, les deux dirigeants ont procédé à une série de signatures concernant des accords de coopération technologique et économique. Eh bien, si au nord de la France, l'hiver domine déjà, au sud, le soleil continue de briller et c'est la période de récolte de la canne à sucre, une certaine tradition en Réunion. De juillet à décembre, dans les champs aux quatre coins de l'île, résonne le son des sabres à canne. Pour récolter les cannes à sucre, la méthode n'a pas changé. Comme le veut la tradition, elles sont coupées une à une à la force des bras. Et chez les Maillots, la culture de la canne est une histoire de famille. J'ai grandi dedans et tous les mercredis, quand mes camarades partaient jouer, moi j'étais dans le champ avec mon père. À 27 ans, Stéphane est fin prêt pour s'occuper seul de l'exploitation familiale. Reprendre le flambeau de son père était pour lui une évidence. Son père, Joseph, à la retraite depuis peu, a du mal à raccrocher définitivement sa machette. Il faut dire qu'il a passé sa vie dans les champs de canne à sucre. Les anciens ont toujours travaillé pieds nus. À l'heure actuelle, tous les gens, ils mettent bottes, souliers, pour travailler, mais moi, jusqu'à l'air, moi, impossible, il ne gagne pas. Impossible. Il ne changera pas. Cet héritage des anciens, les Réunionnais y sont très attachés. Loin des tracteurs et autres machines industrielles, voici Yanis et sa charrette. Des attelages authentiques comme celui-ci, il n'en existe plus qu'une poignée sur l'île, un vestige du passé qui fait la fierté de son propriétaire. C'est avec le bœuf qu'on prenait les cannes dans le champ pour ramener vers l'usine. Et ce modèle de charrette-là, on portait les cannes debout. Donc quand on arrivait là-bas, pareil, il fallait redécharger à la main pour déposer à l'usine, quoi. En cette période de récolte, chaque matin, Yanis et son bœuf prennent la route pour ramasser les feuilles de canne que le jeune homme utilise pour construire des cases traditionnelles. Et lorsqu'il croise des travailleurs dans les champs, son outil de travail ne passe pas inaperçu. Moi je trouve super, ouais. C'est très bien. Hein. Ça rappelle l'ancien temps et puis c'est une tradition, quoi. C'est comme un souvenir, quoi. C'est la transmission qui est importante pour moi en fait. C'est montrer aux enfants un petit peu ce qui se faisait dans le temps. Et tant que j'aurai la santé, j'aurai ma charrette bœuf. Voilà. L'homme a un rêve, fabriquer d'autres montures comme la sienne pour que l'on croise à nouveau la charrette bœuf au milieu des cannes à sucre. Car dans toutes les exploitations, après la récolte manuelle, la modernité prend le relais. Retour chez la famille Maillot où ce matin c'est jour de livraison. Direction l'usine, car à La Réunion, la transformation artisanale de la canne n'existe plus. D'abord je passe par la pesée et après arrivé ici, je vide mes cannes par terre et le grappin emmène mes cannes au niveau du tapis. C'est désormais grâce à la mécanique que le sucre est extrait. La production de la canne est aujourd'hui symbolisée par ce lien étroit entre modernité et tradition. Alors que les machines tournent à plein régime,
Comme un clin d'œil au passé, Yanis, de retour avec son chargement, achève la construction de son village de cases traditionnelles, entièrement fabriqué, comme autrefois, en feuilles de canne à sucre. Pour clôturer cette première édition de la semaine, prenons un aspect spirituel et attardons-nous sur les chorales. Amateurs de musique, je propose de chanter avec ces choristes et de partager leur amour pour le chant. Je suis une poupée de Sicile, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. L'harmonie des voix, la simplicité des chants populaires et tout simplement le bonheur d'être ensemble. Depuis 15 ans, la chorale de Tordouet ne cesse d'accueillir de nouveaux choristes, tous amateurs, qui trouvent ici un épanouissement personnel. Déjà d'emblée, j'aime beaucoup la musique et je prends mon pied à chanter. Alors à chanter avec d'autres, c'est vraiment formidable. Oui. Depuis que je suis à la retraite, j'ai trouvé un autre plaisir pour chanter. Puis que comme je suis timide un petit peu, ça me développe un peu. Une fois que le concert est terminé et puis que les gens ont applaudi, forcément, on a une certaine fierté. Oui. Il peut y avoir quelques frissons qui peuvent venir. Et pour que chacun mette du cœur à l'ouvrage, il faut un chef de cœur évidemment. C'est Gérard qui depuis 12 ans dirige, motive et au besoin transporte tout ce petit monde. Salut Philippe. Comme beaucoup de chorales, elle est née d'un petit groupe de personnes qui chantaient à l'occasion à la messe le dimanche. Grâce à son énergie, le groupe qui comptait 15 choristes au départ en compte aujourd'hui 63. Les sopranos enfilent l'écharpe verte, les altos en ont une jaune, les barytons une rouge, les basses une bleue et Gérard marie les couleurs. Vous savez que la place de chef de chœur, c'est certainement la plus belle place. Si vous avez en face de vous une soixantaine de personnes qui chantent, 4 portées différentes, 4 voix différentes, et le mélange est fabuleux. Et vous êtes dans le milieu. France Gall, Marie-Myriam, Jean Ferrat, le répertoire est vaste. Avec 3 ou 4 concerts par an, une dizaine de mariages et une répétition chaque mercredi, des liens très forts se sont noués au sein du groupe. Tous les mercredis, c'est vraiment une ambiance formidable. Tout le monde est près de vous, c'est superbe. On est une grande famille et c'est extraordinaire. Une famille qui se retrouvera le 9 décembre dans cette église pour un concert de Noël en faveur des plus démunis. Chanter, partager, 2 mots dont l'harmonie semble parfaite. Que c'est beau de chanter et bien de chanter en même temps. Et voilà qui met un thème à cette édition. Rendez-vous demain à la même heure sur votre télévision panafricaine Afrique Média.